Rencontré un auteur un peu particulier pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure. Tout d'abord, je me présente un peu par politesse. Je m'appelle Selene Verri, je suis italienne, je suis journaliste, j'ai écrit sur quelques articles sur Lunatic et aussi il y a eu un texte qui est paru sur Lunatic, une nouvelle dans la première version de Lunatic, et ce mois-ci il y aura une autre nouvelle qui va apparaître sur la version Galaxy de Lunatic. Bon, mais on ne parle pas de moi. On est là pour rencontrer Stefano Benni, auteur italien. Pourquoi je dis qu'il est très particulier? Tout d'abord parce que c'est un auteur très, disons, désacralisant, même provocatoire par endroits, toujours avec beaucoup de style, mais surtout ce n'est pas strictement, à ce que vous parlez, un auteur de science-fiction. Alors, tout d'abord, on voudrait, plutôt que faire une rencontre où nous, on parle un peu de nous-mêmes et vous écoutez, on voudrait faire plutôt un débat. Donc, commencez à penser à des questions. Si vous avez lu ces livres, des considérations, de vos pensées, quoi. Enfin. Et je vais commencer par une question pour briser la glace. Donc, Stefano Benni n'est pas un auteur de science-fiction, mais il a écrit quand même un livre de science-fiction, sinon il ne serait pas là. Il a écrit un livre qui s'appelle Terra, que vous avez peut-être lu. Un livre très humoristique, pardon. Comme on est deux Italiens, là, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, faites-nous savoir, il n'y a aucun problème. Alors, il utilise beaucoup l'humour, il mélange souvent l'humour et mélancolie, voire même tragédie dans certains de ses bouquins, et Terra est un exemple très poignant pour ça. Donc pourquoi Stefano Benni a écrit de la science-fiction? Alors en italien, le mot c'est fantascienza. Alors il y a le mot fantasia, il vient comme le premier, et après il vient scienza. C'est pas science-fiction, c'est peut-être parce que le côté fantastique de la littérature italienne, ça m'a intéressé beaucoup. Et je pense que c'est pas un livre de science-fiction pour un science-fiction fan. C'est très particulier, c'est comme un petit poème héroïque comique, et avec beaucoup d'humour. Et les lecteurs de science-fiction, ils se sont divisés. La moitié, il a dit non, c'est pas science-fiction. Et l'autre moitié, il a dit oui, c'est un type de science-fiction que j'aime également. Mais le mot, si on dit que Terra c'est un livre de science-fiction, pour moi c'est bon, parce que j'adore la science-fiction, mais tout à fait, je suis en écrivant d'imaginaire, de poèmes, et pas strictement de fantascienza. En fait, ce livre est sorti, je crois, peu de mois après que le livre de Douglas Adams est sorti. Et il y a eu des gens qui ont pensé que tu t'étais inspiré de ce non, livre. Parce que le livre de Terra, c'est avant Douglas Adams. C'est pas que Douglas Adams s'est inspiré pour moi, mais parce que le livre s'était pas traduit en anglais. Mais il y a des choses qui peuvent ressembler un peu, mais je pense tout à fait. J'aime beaucoup Douglas Adams, la première part, la Guide galactique pour l'entreprise. Ça passe pour une fois que tu écris quelque chose et après tu trouves la même chose dans l'ordre d'une autre. Mais ce n'est pas tous les fois une plage. C'est quelque chose de mystérieux qui collecte les écrivains. Comme disent les Anglais, great minds think alike. Des questions?
Personne? Alors on va continuer. Il y a une question. Ah, il y a une question? Ah, super. Bonjour. Alors, à proprement parler, c'est pas, ma question ne s'adresse pas à l'auteur en présence. C'est plutôt pour savoir ce qu'est exactement Lunatic. J'avais entendu parler de cette revue. Lunatic était un fanzine aux années, je pense, 70, qui a été un peu ressuscité récemment, les années dernières. Après, elle a à peu près fermé, il y a eu une crise, et maintenant elle a été reprise par Galaxy. Donc en fait, Galaxy, tous les, je ne sais plus exactement combien, je pense tous les 6 mois, publie un numéro qui est en association avec Lunatic. Donc Lunatic est géré par Jean-Pierre Fontana, et c'est lui qui s'occupe de... Et ce mois-ci, il y a un numéro justement sur la science-fiction italienne, et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle de moi. Voilà. Sinon, des questions pour M. Benny? Alors, aussi de football si vous voulez. Voilà. Ou des femmes ou de la... Alors, dans Terra, il se passe une catastrophe climatique. Ce n'est pas le réchauffement global, comme on pourrait penser, mais c'est une glaciation globale. C'était à une époque où on ne parlait pas de fait de serre, on ne connaissait pas du tout ce genre de choses. Mais c'est une catastrophe climatique qui quand même est provoquée par les activités des êtres humains. Parce que c'est provoqué par des guerres, en fait. Oui, Terra s'est écrit il y a déjà 25 années. Et alors, ce n'était pas facile en Italie d'écrire des choses sur la catastrophe écologique. Ce n'était pas la mode. Et alors, quand le livre est aussi, tout le monde a dit, mais c'est beaucoup d'apocalypse, c'est pas vrai, tu es pessimiste. Et il y avait ensemble une catastrophe écologique et une catastrophe politique. Je dois dire que les choses sont devenues pires dans le livre, mais quand même, je ne suis pas heureux, parce qu'on ne peut pas heureux de prédire de mauvaises choses, mais peut-être que c'est un des premiers livres en Italie qu'il a parlé de ce type de péril, de ce type de... Et c'était inspiré pas seulement par la fantaisie, mais parce que 25 années déjà, le japonais, il disait exactement les choses qui sont passées avant. Mais j'ai gagné l'adjectif d'apocalyptique et pessimiste, c'était pas vrai. Je reste toujours optimiste, avec beaucoup de fatigue, mais un peu optimiste, un peu optimiste. En fait, qu'est-ce qui t'a porté à imaginer une catastrophe climatique quand personne... Je suis né dans un petit pays de montagne qui était complètement détruit par l'autoroute. Alors ça, c'était ma catastrophe écologique, personnelle. Et après, j'ai vu le mer que j'aimais beaucoup, l'Adriatico, complètement empoisonné. J'ai vu la destruction de le nord de la Sardaigne, avec la Costa Smeralda, avec de riches connards qui ont fait des crimes écologiques. Alors, j'étais inspiré par la réalité, ce n'était pas une chose de fantaisie. J'ai vu la catastrophe écologique monter sur l'Italie, et pas seulement sur l'Italie. Ce sont des choses très concrètes que j'ai vues. Comme je pense qu'il y a des gens parmi vous qui ne connaissent pas l'auteur, je vais aussi lire des passages. Je vais en lire un là. Donc c'est un Chinois en fait qui parle avec le petit génie. Il y a un personnage qui est un enfant, et d'ailleurs on va parler de ça aussi. C'est un enfant de 12 ans qui est un génie de la science et qui
croit dans une science un peu granitique, un peu dogmatique presque. Et voilà ce que le chinois lui répond. Je suis heureux pour chacune des découvertes qui aident l'homme. Mais quand une découverte ne résiste seulement que parce que son dépassement, suscitant une crise, remettrait en question la science et son pouvoir, alors je dis vive la crise. Vois-tu Einstein, de même que les grands hommes qui les pensent, les théories ont une jeunesse, une vieillesse, une mort. Elles peuvent mourir et laisser cependant une grande trace derrière elles. Une science qui n'accepte pas cela et qui préfère trouver ses certitudes dans les graphiques du développement industriel et dans l'estimation de la puissance croissante des armes, une telle science ne m'intéresse pas. Alors, quelle science t'intéresse? C'est pas facile parce que je ne suis pas un scientiste, mais c'est la science de la solidarité, je ne sais pas, c'est toute la science dit qu'il va agir pour améliorer le monde, et ça, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que il y a beaucoup de fois dans mon dernier livre que c'est La Tranche des anges, je parle de le monde des multinationales de la médecine, de la pharmacie. Et c'est le mot progrès. Pour moi, c'est un mot qui est usé très mal. Alors, il y a des choses qui sont faites pour améliorer la vie de tout le monde, et il sont des choses qui sont faites pour améliorer le budget de l'industrie. Alors, c'est évident que je préfère la première. C'est comme la technologie, non? On a une question. Le micro? Bonjour. Moi, je suis assez fasciné par votre style et l'humour qu'il y a dans vos romans, en fait. Alors, est-ce que c'est, j'imagine que c'est un goût personnel, cet humour qu'il y a dans tous vos romans, et je trouve qu'il y a vraiment dans la littérature italienne avec Calvino ou Camilleri, il y a une sorte de regard ironique sur notre société par des histoires qui sont plutôt réalistes et un peu graves, en fait. Et voilà, j'aimerais savoir si c'est votre point de vue sur votre société italienne, et voilà, si l'humour c'est votre moteur dans chacun de vos romans. Il y a une grande tradition d'ironie dans les poèmes héroïques, et c'était, pour beaucoup d'années, c'était oublié. Et ça a gagné une idée de la littérature italienne très sérieuse. Mais dans le 900, avec Calvino, avec Bussati, avec Gadda, c'est Camilleri pour moi, c'est complètement différent. C'est retourner cette idée d'ironie comme un regard philosophique sur la réalité, peut-être parce que la situation italienne c'est toujours bouleversant, c'est sanglant, non? Et maintenant c'est devenu de la satire politique. Et je pense que c'est un peu moins, c'est un peu plus mécanique. Mais c'était une grande saison de littérature, comme tu as dit, avec Calvin, avec Bussati, et Landolfi, et Gadda et Samorante, beaucoup d'écrivains qui ne sont pas de comiques, mais ils savent bien user la tonalité du comique ou de l'ironie. Et dans les dernières années, c'est un peu la comicité de la télévision qui a gagné, mais ça va changer dans cette année. Il y a quelque chose qui va changer. Et j'aime beaucoup l'humour de la surprise, non? Pas l'humour qui devient rhétorique. Alors dans le dernier livre, il y avait un humour qui était un peu mécanique, un peu rhétorique, et un peu hypocrite. Et ça va améliorer dans la dernière année. Oui. Je vais vous lire un exemple de son humour. C'est mon passage préféré en fait dans Terra. C'est un peu long, mais... Oui, c'est un livre qui c'était écrit il y a beaucoup d'années, et j'ai changé beaucoup de choses dans mon écriture. Quand même, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un peu, je peux dire, abondant.
c'est vite limité. Il y a donc Einstein, ce petit génie, qui doit s'adresser à des intellectuels genre costard cravate. Et donc il parle il fait comment dire, une comparaison entre les I Ching et on va voir quoi. Considérons maintenant que les lignes brisées de l'hexagramme correspondent à un petit cochon qui refuse de prendre le bout de la queue de celui qui le précède, mais non pas qu'on prenne le bout de la sienne. Nous imaginerons alors une série d'hexagrammes possibles. Messieurs, s'il vous plaît, que ceux qui veulent faire le petit cochon doué de libre arbitre se mettent à gauche et que ceux qui veulent faire le petit cochon réformiste se mettent à droite. Très bien. Mettez-vous tous sur la file, comme ça. Maintenant que chacun tienne une de ses mains un peu tendue derrière son dos. Elle représentera la queue. De plus, chacun a la faculté de prendre avec sa main la main queue de celui qui le précède. Et puis il y aura aussi quelques personnes sans queue. Elles ne tiendront pas leurs mains derrière le dos. Ne poussez pas, je vous en prie. Je proteste, dit le professeur Bologna, 3 fois prix Nobel. Je ne veux pas être un petit cochon sans queue. Je pense que mes travaux sur le concept d'éternité et finitude me rendent digne d'une queue, si petite soit-elle. Je proteste, dit le japonais Suinuke. Le professeur Gris de Stockholm, qui est derrière moi, m'a mordu la main, disant que la séquence n'est pas symbolico-analogique, mais symbolico-mimétique, et doit, de ce fait, se rapprocher le plus possible de la réalité. La science, s'exclama le professeur Gris, dit qu'il faut rapprocher au maximum les données de laboratoire des données réelles. Je propose donc à mes honorables collègues de grogner. Je ne grognerai jamais, dit indigné le professeur Bologna. Il faut éliminer les données qui n'ont rien à voir avec cette expérience. Et selon moi, le grognement est l'une de ces données-là. De plus, je vous demande pourquoi je suis le dernier de la file, et par voie de conséquence, pourquoi je ne puis me servir de ma queue. Je propose une séquence circulaire. Je suis contre, dit le français Bayeux. Ne nous laissons pas aller à des mysticismes ou à des suggestions de totalité. Ceci est une expérience scientifique et comporte un principe spatio-temporel de détermination. Aussi, c'est pourquoi vous, professeur Bologna, serez la fin de la séquence, tandis que le professeur Sadelblack en sera le premier cochon. Cochon vous-même, protesta le professeur Sadelblack. Bon, après ça continue sur ce ton un peu comme ça, comme je disais, provocatoire, désacralisant et tout ça. C'est aussi un peu orwellien, Stéphano. Ça ressemble un peu à la ferme des animaux de George Orwell. Pas du tout. Non, Orwell c'était un philosophe, mais il n'avait pas le goût de comique. Il était très léger. Et j'aime l'humorisme aussi quand il est lourd. L'humorisme, c'est un monde de contradictions. Alors c'est très plébé, très vulgaire. Je pense à Dario Fo, que vous connaissez, et très raffinato comme on dit. Très fin. Très fin, oui. Et c'est très conformiste, très anticonformiste. Si on parle de le comique, on parle d'un monde extrêmement compliqué, pas facile. Et ça, c'est la manière dans la littérature italienne, mais je pense aussi dans le français, il n'y a pas beaucoup de livres ironiques, comiques, et il y a beaucoup de livres qui sont sérieux. Alors c'est un mystère. L'humorisme, c'est un mystère. En fait, en réalisant Baol, c'est un autre livre de Stefano Benni, un livre très drôle. On aurait l'impression que tu as essayé de réécrire 1984 de façon humoristique. Pas du tout. Mais il y a une histoire très drôle sur ce livre. J'ai écrit ce livre, vous pouvez contrôler l'émission, l'apparition. Et la première 20 pages de le livre, c'était un petit musicien qui est dans une école de musiciens. Et il y a des leçons, ils vivent dans un château. Et j'ai écrit cette histoire, et après 20 pages, j'ai dit, mais qui s'en fout d'une histoire d'une école de musiciens
On ne peut pas gagner de l'argent avec une histoire si stupide. Et ça, ma vie s'est changée. Et après 20 années, Elizabeth Rawlings a écrit. Je n'ai pas inspiré, mais dans ce moment, quand j'ai vu le livre Harry Potter, j'ai bien compris parce que je n'ai pas un château sur une île, parce que je fais mal de l'argent. J'avais pensé que c'était une idée impossible par mon livre, mais elle a pensé diversement et a eu raison. Vous pouvez contrôler les dates, école de magicien et après Harry Potter. J'étais un grand con. Je voulais savoir un peu comment est-ce que vous concevez un livre. Est-ce que vous faites un plan particulier? Est-ce que vous partez sur une idée que vous laissez au fil de la pub? J'étais impressionné, quand j'avais lu Terra, en fait, j'avais été impressionné par la chute, que je ne veux pas parler. J'avais été bluffé et je me dis, c'est vraiment un livre qui a été vraiment très bien construit, en fait, pour que la chute fonctionne bien. Voilà. Vous parlez de Terra? Terra. Oui. Alors, je suis complètement anarchiste en littérature, dans la vie, dans l'amour, mais Terra, c'était probablement le seul livre, parce que c'était compliqué, non, le scénario. Et alors j'ai écrit un espèce de scénario, mais tout s'est changé, non? Il n'y avait pas le rat, le pigreco, il n'y avait pas, mais il est apparu, et j'ai dit, j'aime beaucoup ce personnage. Mais c'est peut-être que Terra, c'est un livre qui a un schème. Mais sinon, je commence, je ne sais pas comment je commence. C'est une idée qui commence et après, je change complètement tout. Je n'ai pas de méthode, pas de style. Je change chaque livre. Ça, en Italie, ça c'est bien accepté. Je ne sais pas en France, mais en Italie, c'est bien accepté. Il me semble que aussi notre livre, Elianto, est très bien structuré, surtout parce qu'il y a comme un univers du monde parallèle qui est créé et il y a de la logique derrière. Il a été conçu de façon structurée et élaborée, c'est pas improvisé. Oui, c'est ma imagination, c'est anarchiste, mais après j'ai une méthode parce que je ne suis pas un écrivain qui écrit avec facilité. Alors je réécris, on peut dire, 40, 50, 60 fois la même page. Alors peut-être qu'Elianto, ça a commencé avec un délire, mais après, dans une année de travail, de dur travail, j'ai donné à Elianto sa structure de monde parallèle. Mais au premier moment, c'était complètement fou, non? Le diable occupait entièrement le scénario. Il y a 3 diables très sexy dans le livre. Un sexy et les autres moins sexy. Et Elianto, c'était un livre qui s'était commencé bon, comme une explosion de drogue. Je ne prends pas la drogue, mais bon. Et après, j'ai travaillé pour 2 années pour chercher de trouver une condivision, parce que la vision c'est très facile, mais la condivision littéraire avec le lecteur, pour moi c'est mathématique, c'est méthodique, c'est complètement différent. Ce sont deux moments complètement différents. J'aimerais que vous parliez du dernier livre, La part de l'ange. Oui, La trace de l'ange. Oui, La trace de l'ange. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire? Est-ce que c'est l'actualité? c'est pas le dernier livre. Le dernier livre, c'est de toutes les richesses, mais en France, c'est le dernier livre. Mais l'inspiration, c'était que j'ai passé une année dans des cliniques pour une diagnostic, pour une erreur du médecin. Alors j'ai réfléchi qu'une erreur humaine du médecin avait causé tant de douleurs, tant de problèmes pour moi, non? Et qu'il y a
peut-être beaucoup de hommes, de femmes qui ont passé la même chose. Et j'ai fait une réflexion très, très dure sur le monde de la médecine, sur le monde des multinationales de pharmaciens, de l'intoxication que tu peux avoir avec les médicaments. Et ça, c'est un livre très triste, il n'y a pas beaucoup d'humorisme, mais pour moi c'était important parce que j'ai traversé l'enfer, j'ai parlé de mon enfer, et après je suis ici en forme. Oui. Mais c'était une réflexion sur la guérison, non? Qui tu traverses l'enfer, on ne peut pas dire le médecin, il y a de mauvais médecins et de bons médecins. J'ai rencontré des mauvais médecins et une idée de la médecine terrible. Et après, il y avait les amis de bons médecins qui m'ont aidé à guérir. Alors, je pense que la guérison, c'est une des choses les plus sacres qu'on peut trouver dans la vie, le mot guérison. Et le dernier livre, que c'était Toute la richesse, c'est complètement différent. Mais quelqu'un a dit, mais tu as écrit un livre très triste, mais tu es un écrivain de fantaisie, d'ironie. Et on dit, mais je parle de mes sentiments, qu'est-ce que je sens. Alors, dans cette année, c'était très difficile pour moi de faire de l'humorisme. C'est pas facile de faire de l'humorisme dans la clinique. Je le faisais. Je faisais rire tous les hommes et les femmes qui étaient dans ces cliniques. Et la médecine, ça disait. Moi, je pensais que c'est ma thérapie, non? Je faisais un peu le clown dans tout l'hôpital. Beaucoup de médecins aimaient ça, d'autres disaient foiré. J'ai fait de beaux choses. J'ai mis les rocs à minuit, avec la radio, on dansait. C'était en période, pas une grande période, mais avec de bonnes folies. Et ça livre sa vie, l'histoire. Et c'est une réflexion sur les anges. J'aime plus le diable que les anges, pour beaucoup de raisons. Mais c'est une réflexion sur la trace de l'ange